Ce qui m'a ému, c'est... Bon, ce qui a touché la France était très très grave, mais la réaction du monde, et en tout cas des chefs d'État et de gouvernement, était encore plus importante que ce qui s'était passé en France. Donc, ça veut dire que dans ce drame, la France a été ressentie comme ayant une singularité particulière. Comme si ce qui était fait à la France était fait à chacun des pays. Cette place particulière que la France occupe dans le monde date de plusieurs siècles. Nous avons été un empire, nous avons fait la Révolution, nous sommes la patrie des droits de l'homme. Et nous avons le plus vieux service diplomatique du monde après le Foreign Office britannique. Au Quai d'Orsay, derrière ces murs, depuis un siècle et demi, on veille aux relations internationales de la France, à ses amitiés, à ses rivalités. On gère les crises, on négocie les alliances. C'est l'un des lieux les plus importants de la République, les plus secrets aussi. Au Quai d'Orsay, se sont succédés des ministres des Affaires étrangères de gauche ou de droite. Chacun d'eux a porté l'héritage diplomatique de la France avec une conviction et une sensibilité différentes. C'est un poste extraordinaire. Je pense d'ailleurs que tous ceux qui l'ont occupé, que vous interrogez, vous le diront. C'est la France quand même, c'est l'histoire de France qui vient de loin. Et donc vous êtes amené à vous projeter dans l'avenir et à vous dire, mais les décisions que je vais être amené à prendre aujourd'hui ou à conseiller ou que nous allons prendre ensemble, est-ce que ce sont les bonnes décisions par rapport à ce que je souhaite pour mon pays dans 10, 20, 30 ans, 40 ans ? Quand on est la première à occuper un poste, alors oui, il y a une certaine curiosité, il y a aussi, disons-le, une envie de critique de la part d'autres, et notamment des hommes qui n'ont pas eu le poste. Donc ça fait partie aussi de la vie. Nous ne vous quittons pas et nous vous tenons à l'œil. Moi, je ne venais pas de cette maison. J'ai été propulsé là parce que c'était la volonté du président de la République. Quand le président de la République m'a désigné, il m'a pris à part. Il m'a dit, au fond, Roland, prenez tous ces dossiers comme des dossiers d'avocat. C'est quand même pas la même nature. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'était vous prenez un dossier l'un après l'autre et vous négociez comme vous négociez dans un conflit actuel, privé. C'est même la troisième fois que nous faisons une passation de pouvoir. 2 fois je suis rentré, et toi tu es sorti 2 fois. Cette fois-ci c'est moi qui sors, et c'est toi qui rentres. Et on verra. Être ministre des Affaires étrangères de la France, c'est joli. Hein, ça vous donne un petit orgueil dont il faut se méfier. Il faut se méfier de l'arrogance, mais l'orgueil est toléré. Et il faut mettre ça en parallèle avec les moyens et avec l'efficacité. Il n'y a que des urgences ici. C'est le ministère de l'Urgence. Les affaires internationales sont aujourd'hui déterminantes. Quand je vois mon calendrier, je fais maintenant à peu près 40 000 kilomètres par mois. Et je me demande si, pour mes prédécesseurs, c'était la même chose. Probablement non. D'abord, il y a plus de crises. Tout est mondial, donc une crise qui existe dans un pays du monde a des répercussions partout. Et ça, c'est un point fondamental. Maintenant, la diplomatie, à mon avis, est devenue globale. Diplomatie globale. La mondialisation renouvelle jusqu'à notre vocabulaire. Pas sûr que le monde était plus calme avant. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut se battre autrement pour y garder sa place. Quelle est-elle ? C'est tout le débat. Les questions existentielles d'un ancien empire colonial qui s'interroge régulièrement sur ce qu'il est devenu. Le grand malheur de la France, c'est de regarder dans le rétroviseur. C'est-à-dire de se comparer aujourd'hui à ce qu'elle était hier.
Hier, l'idée de puissance était une idée claire, était une idée simple et était une idée qui souriait à la France. Louis XIV, Napoléon, mais le monde était autre, le monde était autre. Le monde était autre, mais ces images nous hantent avec les questions qu'elles posent. Sommes-nous plus ou moins forts aujourd'hui qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de l'Indochine, des accords d'Évian? Sommes-nous plus influents depuis la guerre du Golfe, celle d'Irak et d'Afghanistan? En fait, sommes-nous encore une grande puissance? Tout dépend comment on compte. Qu'est-ce que c'est qu'une grande puissance? Est-ce que ça se mesure en kilomètres carrés? Est-ce que ça se mesure en millions d'habitants? Est-ce que ça se mesure en nombre d'avions de chasse? Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Il n'y a que 5 pays dans le monde qui le sont. Et donc nous pouvons, sur toute résolution des Nations Unies, lever le pouce ou baisser le pouce. Quand on a une langue comme le français qui a fini de décliner, qui est plutôt en train de remonter maintenant, qui est une langue d'influence mondiale, quand on a la dissuasion nucléaire, qu'ont peu de pays, et même si on n'en voit pas l'utilité immédiate, personne ne sait quels sont les risques dans le monde dans 20 ou 30 ans, donc il est évident que c'est important. Quand on a une des seules armées au monde capable d'être projetée et d'être efficace, c'est tout à fait important. Quand on a l'image tout à fait extraordinaire qu'a la France en général, Paris en particulier, dans le monde entier, quelle que soit la conjoncture, indépendamment quasiment des décennies, il est évident qu'on n'est pas un pays lambda. Donc, encore une fois, les Français devraient arrêter de se poser cette question purement théorique et de se demander, compte tenu de ce que je suis, qu'est-ce que je fais et comment j'agis. Comment agir aujourd'hui? Le cap a été donné par un homme. De Gaulle, première. Vous ne m'avez pas dit s'il fallait que je commence. Hein? Je peux commencer? Bien entendu, pour le héros de la France libre, on doit viser très haut. Pourtant, il y a beaucoup à faire pour que la France redresse son image. Après 1940, le gâchis est énorme. Humainement, militairement, politiquement. La débâcle de l'armée française est aussi celle du pays. À la fin de la guerre, même si la France est associée à la victoire, elle n'est pas invitée à la table des plus grands. Le partage du monde à Yalta se fera sans elle. Les Américains n'en veulent pas. On voit bien le conflit qu'il y a eu entre De Gaulle, Roosevelt, Churchill aussi, parfois d'une extrême violence. Il faut quand même se souvenir que le projet des Américains, c'était d'instituer en France une autorité militaire d'occupation, l'AMGOT, qui avait même imprimé sa propre monnaie. Donc on peut comprendre qu'avec De Gaulle, ça a mal commencé et il y a toujours eu cette espèce de distance avec les Américains. Entre les Américains et nous, on est loin de la romance. Dès 1941, Washington veut imposer à la France, comme aux pays vaincus, Italie, Allemagne, Japon, un statut de protectorat avec une nouvelle monnaie, un dollar libellé en francs. Pas question, répond De Gaulle. En France, il y a un seul maître à bord. C'est le gouvernement provisoire de la France libre. Le 23 octobre 1944, Washington le reconnaîtra à contre-cœur. 2 ans et demi après l'Union soviétique, car Staline semble mieux accepter le retour de la France sur la scène internationale. Pour De Gaulle, les soviétiques ne sont pas des ennemis. Le général de Gaulle a œuvré dans un temps qui était celui de la guerre froide et d'une opposition extrêmement forte entre les États-Unis et l'Union soviétique. À partir de là, la position de la France était de jouer en permanence un rôle de bascule entre l'un et l'autre. Tout en étant solidaire dans les moments les plus difficiles. Ça a été le cas avec les États-Unis lors de la crise des missiles. Mais en même temps, le général de Gaulle gardait sa liberté de parole. On se souvient du discours de Phnom Penh dénonçant la guerre au Vietnam. On avait en permanence cette voix de la France. Vive le Québec libre! Cette action de la France pour garder le lien avec cet autre monde, de façon à pouvoir agir ensemble et réduire les menaces et les crises. Marchemos la mano en la mano y viva Mexico! De Gaulle veut parler à tout le monde, même à ceux contre qui il s'est battu. Il sera donc l'homme de la réconciliation franco-allemande. Il est convaincu que la sécurité de la France et de l'Allemagne dépendent l'une de l'autre. Mais le général croit surtout que la sécurité de la France doit dépendre d'elle-même. Il
Il s'agit de savoir si pendant que les autres se sont faits et continuent de se faire, des armes capables de détruire l'univers et nous aussi, et il s'agit de savoir si nous aurons ou si nous n'aurons pas, nous aussi, de quoi nous défendre. Avec l'arme nucléaire, la France assure son indépendance. Plus besoin d'être sous le parapluie américain. Et pour le confirmer, De Gaulle se retire du commandement intégré de l'OTAN et prie les Américains de quitter le territoire français. Il avait été échaudé par la proposition qu'il avait faite lorsqu'il est revenu au pouvoir dès 1958 d'un directoire à 3 franco-américano-britannique, une espèce de directoire du monde qui avait été repoussé par nos partenaires américains Eisenhower et britanniques Macmillan. Et il estimait qu'une présence dans une alliance qu'il voyait de plus en plus comme une alliance américaine, afin de soumission de l'Europe américaine, n'était pas conforme au génie de la France tel qu'il la voyait. Les successeurs de De Gaulle vont devoir porter sur leurs épaules cette vision gaullienne du génie de la France. Même s'ils tentent de s'en démarquer en étant moins anti-américains, plus européens, la posture gaullienne les rattrape. Même Mitterrand, si farouchement opposé à De Gaulle, se rallie aux grands axes de sa politique étrangère. C'est vrai qu'il ne faisait jamais référence au général de Gaulle. Ça l'égratignait un peu, ça l'irritait. Mais en même temps, quand il prenait une décision, c'était par rapport à ça, sans y faire allusion. Il est très coûteux et très hasardeux de changer une politique étrangère. C'est-à-dire que la politique étrangère a ses effets sur le long terme. Changer de politique étrangère à tout moment, c'est en quelque sorte casser les dividendes que l'on peut retirer d'un effort soutenu, réalisé pendant des années et des années pour atteindre des objectifs donnés. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on abandonne? Comme l'a voulu De Gaulle, c'est à l'Élysée qu'on décide des grandes orientations de la politique étrangère et au Quai d'Orsay qu'on retrousse ses manches pour les traduire dans la réalité. Le ministre des Affaires étrangères français est l'un des plus sollicités au monde. 163 ambassades, 16 représentations permanentes dans les grandes organisations, Conseil de sécurité de l'ONU, OMC, FMI, Banque mondiale, opérations extérieures, sommets. Il faut être partout à la fois. Quand vous regardez les dépêches le matin, l'Irak, la Syrie, l'Ukraine, l'Érythrée, la Libye, et puis vous changez de continent, vous regardez les affrontements possibles. Bon, il faut y croire. Léon Blum a une belle formule. Il disait « Je le crois parce que je l'espère ». La personnalité du ministre joue un rôle quand même déterminant, parce que le ministre des Affaires étrangères, c'est un ministre qui fait le métier que font ses propres collaborateurs. Le ministre de l'Éducation, il n'enseigne pas en classe. Bon, mais le ministre des Affaires étrangères, il négocie. Lui, il fait le même travail que les autres. Donc sa personnalité, sa façon d'appréhender les dossiers, de s'intéresser aux dossiers, les préjugés avec lesquels il arrive, les idées avec lesquelles il arrive, pèsent d'un poids considérable, effectivement, sur la diplomatie quotidienne de la France. Ça, c'est tout à fait clair. Salam alaikum. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que chacun a son style. Je voudrais comprendre, je voudrais votre aide pour comprendre ce qui vous est arrivé. Un ministre des Affaires étrangères n'a jamais assez de temps pour rester au cœur des problèmes. Aller de l'un à l'autre, d'un antagoniste à l'autre, etc. On n'a jamais le temps. C'est un peu brouillon, c'est relatif. D'abord, c'est très fatigant, très éreintant, mais ça, c'est le métier. Mais la leçon vient d'Henry Kissinger. De shuttle diplomacy, ça veut dire qu'on reste, jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose. Puis il faut rester. Il faut rester et être prêt à discuter avec des gens très différents. Je me souviens, c'était dans le
bureau de Kofi Annan, qui était secrétaire général des Nations Unies à l'époque. Et après quelques mots de bienvenue, le président Ahmadinejad me dit « Monsieur le ministre, est-ce que vous savez ce qu'il y a après Dieu ?» Alors, j'ai cru que la traductrice s'était trompée. Donc, je regarde la traductrice un peu ennuyée en disant « Donnez-moi la vraie traduction ». Et de manière un peu vexée, elle me dit « Mais c'est exactement ce qu'il vient de dire ». Alors, je lui réponds « Je ne sais pas, pour vous, c'est quoi après Dieu ?» Et il me dit « Après Dieu, monsieur le ministre, il y a le chaos ». C'est vrai qu'il faut s'adapter et ne pas se montrer psychorigide. Moi, je concevais ça, c'est-à-dire la grande diplomatie, avec les grandes délégations, les signatures, les poignées de main, c'est classique, ça. Ça existe dans toutes les chancelleries et partout. Mais, je vais peut-être faire un peu différemment, je pense qu'il y a toujours des chemins annexes qu'il faut emprunter. Et donc, il y a ou la routine, les canaux bien tracés, et on n'en sort pas. Ou alors, vous avez des initiatives, vous sortez des chemins battus, mais c'est à vos risques et périls. Grande diplomatie ou diplomatie parallèle. Dans les deux cas, la pression est permanente. Vous avez le sentiment de vivre dans deux temps différents. Vous êtes à un moment donné, un jour précis, avec des échéances dans la semaine et dans la quinzaine, et vous discutez avec le président, le Premier ministre, tel ou tel sujet, vous allez à un sommet après-demain, vous avez un de vos collègues au téléphone, bon, il faut savoir ce qu'on va dire à la presse dans l'heure qui suit, etc., etc. Ça, c'est le temps immédiat. Et en même temps, quand on est ici, on ne peut pas ne pas avoir en tête la longue durée. Voilà, donc vous êtes obligé de marier ces deux temps de plus en plus souvent, et ce qui fait que c'est un job de plus en plus difficile, à mon avis, de répondre à l'émotion du moment, d'opinions publiques qui sont très réactives, très informées, instantanément. Et donc on est dans une sorte de tempête émotionnelle en permanence. Ça peut tout à fait coïncider avec ce que vous voulez faire dans l'intérêt du pays, ou pas du tout. Donc il y a un risque de, vous voyez, d'avoir à sortir de la route, quoi, sans arrêt. Comment ne pas faire une sortie de route quand le monde bouge autant? Et qu'il faut régulièrement revoir ses alliances en fonction des événements et des rapports de force avec les autres États. Déjà, rien qu'avec les Américains, on s'est aimé, puis haï, puis aimé à nouveau, un peu, beaucoup, passionnément. John Kerry est très souvent en France, il parle le français. On lui a reproché d'ailleurs quand lui-même était candidat pour être président américain. À l'époque, la France n'était pas trop bien vue, donc lui, il parle bien le français, et on l'appelait le français, enfin ses adversaires l'appelaient le français. Et là maintenant, d'une manière générale, il me dit, mais c'est formidable les relations entre les États-Unis et la France, puisque enfin, le fait que je parle français est plutôt valorisé que critiqué. Nous venons de conclure un de ces merveilleux déjeuners français qui n'ont cessé d'attirer les Américains à Paris depuis des siècles. La France, comme vous savez, est vraiment, c'est le plus ancien des alliés des États-Unis. On vous remercie pour ça aussi. Et maintenant, je parle en anglais parce qu'autrement, on ne me laisse pas rentrer chez moi. L'amour a donc ses limites, surtout quand ses protagonistes n'ont pas la même vision du monde qui les entoure. Même pour Hubert Védrine et la secrétaire d'État Madeleine Albright, qui partageaient une grande complicité, l'exercice n'est pas évident. À un moment donné, elle voulait lancer la communauté des démocraties, avec une définition d'ailleurs à la fois assez large et très américaine de qu'est-ce qui est démocrate et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais on avait un vrai désaccord conceptuel parce qu'elle pensait vraiment que quand on renverse les dictatures, on trouve l'état normal de la société qui est la démocratie. Et moi, je ne pensais pas ça du tout. Il me semble qu'historiquement, d'ailleurs, c'est faux, que la démocratisation est un processus long qui passe par des tas d'étapes, que même en France, qui adore donner des leçons au monde entier, historiquement, il faut se rappeler qu'il s'est passé 150 ans entre les premières élections françaises et le vote des femmes, et que donc dans toute la plupart des pays, c'était des étapes laborieuses, avec des avancées, des reculs, etc. Alors Hubert, merci beaucoup. Donc c'est un débat, les deux positions sont honorables, hein, mais c'est un débat presque philosophique. Cette différence philosophique,
est aujourd'hui couverte par le bruit des avions de combat. Depuis 2014, la France et les États-Unis combattent côte à côte contre l'organisation terroriste État islamique en Irak et en Syrie. Plus le temps de débattre. Les guerres d'Irak ont souvent été le révélateur des relations franco-américaines. Déjà, le 2 août 1990, lorsque Saddam Hussein envahit le Koweït qu'il a toujours rêvé d'annexer, les États-Unis veulent mobiliser le monde entier pour libérer cet émirat gorgé de pétrole. La France affiche plus de sang-froid. À l'option militaire, elle préfère la voie diplomatique. Nous restons disponibles pour toutes les chances de la paix et nous les recherchons. Il faut dire que l'amitié franco-irakienne est historique. Pour Jacques Chirac, Saddam Hussein est un ami personnel. Le président irakien est surtout un gros client. On lui a tout vendu. Un réacteur nucléaire, des Mirage F1, des chars, des canons. On lui a même prêté des super-étendards équipés de missiles Exocet. Tout un arsenal dont il va se servir de 1981 à 1988 contre l'Iran dans une guerre qui a fait près d'1,5 million de morts. Les affaires sont les affaires. La concurrence sur le marché des armes est rude. La France occupe le 4e rang. Donc, du business. Et pas de sentiments. Mais en envahissant le Koweït, l'ami Saddam devient indéfendable. La France et les États-Unis votent ensemble au Conseil de sécurité de l'ONU pour une intervention militaire. La résolution 678 est donc adoptée. La France se battra bien aux côtés des Américains, à côté et non derrière. Chaque fois que j'avais un rendez-vous avec le président des États-Unis, ou alors à l'OTAN, il me voyait très peu de temps avant, et il me rappelait toujours du haut des marches de l'Élysée, on en venait là, n'oubliez pas, nous ne sommes pas dans le commandement intégré. Je ne sais pas si tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais, oui, mais enfin, je préfère vous le dire. Au cours des préparatifs militaires, le ton monte entre les alliés. J'ai été témoin de beaucoup de réunions entre le président de la République et les émissaires du président des États-Unis qui ont failli tourner très mal. François Mitterrand n'accepte pas que les officiers français reçoivent des ordres des généraux américains. Baker est venu sur un ton un peu cavalier, disant à Monsieur le Président de la République, nous voulons savoir où va se situer l'armée française et la France dans la lutte qu'on va faire contre le Koweït. Et Mitterrand, très courtois au début, a dit, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, vous le savez, j'ai dit à plusieurs reprises que la France serait présente. Non, mais ce que je veux savoir, disait le ministre des Affaires étrangères américain, c'est exactement ce qu'on va faire, parce que les bruits nous reviennent. Mitterrand s'est fâché, mais très sec. Monsieur le secrétaire d'État, vous relirez la Constitution française. Vous verrez que c'est le chef de l'État qui est chef des armées. Et donc l'entretien était très sec. La guerre durera 40 jours. La France y participe pleinement en préservant son indépendance. On a arrangé les choses de telle façon que l'armée française intervienne sur l'aile droite et protège l'ensemble, mais elle n'était pas sous commandement américain. L'honneur est sauf. L'esprit gaullien est respecté. Mais les Américains n'en ont pas fini avec Saddam Hussein. L'obsession de la Maison-Blanche de venir à bout du président irakien va cette fois placer la France et les États-Unis dans deux camps opposés. Pour George Bush, fils du premier, l'Irak fait partie de l'axe du mal qu'il a lui-même défini après les attentats du 11 septembre 2001. Il faut donc préparer l'opinion à une prochaine guerre et surtout rechercher des alliés inconditionnels. Bush Jr. espère que la France le suivra. Ce n'est pas gagné. What is for you the more decisive ally in your war against terrorism? Decisive ally? Of course, Jacques Chirac. Thank you for the trick question. C'est ce qu'on appelle une réponse très diplomatique. Pour le Quai d'Orsay comme pour l'Élysée, rien ne plaide en faveur d'une guerre. L'Irak de Saddam Hussein n'est en rien responsable du 11 septembre. Et pour ce qui est des armes de destruction massive, il faut laisser les inspecteurs mandatés par l'ONU en Irak confirmer leur existence. Pendant un an, la France s'opposera aux États-Unis pour éviter la guerre. Nous alertons les États-Unis sur le fait que, contrairement à ce qu'ils pensent, non seulement
Ils ne vont pas régler la crise irakienne, mais ils vont aggraver les choses par la création d'un nouveau foyer du terrorisme mondial. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, il y avait peu de foyers terroristes sur la scène internationale. Aux Nations Unies, malgré les sourires très courtois, le combat est rude entre le Français Dominique de Villepin et l'Américain Colin Powell. Il faut gagner le vote des membres du Conseil de sécurité pour ou contre la guerre. Colin Powell me reçoit et il me dit à un moment donné, Dominique, ne sous-estime pas la détermination américaine. Et je comprends qu'alors la décision du président Bush est prise et que rien n'arrêtera l'armée américaine. L'Amérique, à ce moment-là, avait le sentiment d'apporter la réponse aux attentats du 11 septembre. Et il y avait très peu de place pour la tolérance, pour la compréhension. C'est une société qui, de ce point de vue-là, révélait une très grande brutalité vis-à-vis de ce qu'elle croyait être un ennemi à mort. La France ne lâchera pas. Elle croit au multilatéralisme. C'était la doctrine de De Gaulle. Pas question d'accepter la domination américaine. Il nous faut rallier les pays émergents et les grands pôles d'influence. Un des moments très forts, c'est au cœur de la crise, le déplacement que je fais à la demande du président de la République au Vatican pour rencontrer le pape Jean-Paul II. Et je me rappellerai toujours le pape, après m'avoir écouté longuement présenter la position de la France sur la crise irakienne, appuyer et taper sur sa chaise à 3 reprises en disant « Vive la France ! Vive la France !» Vive la France. Le 14 février, Dominique de Villepin doit prendre la parole devant le Conseil de sécurité de l'ONU au nom de la France. Beaucoup d'inquiétudes dans les minutes qui précèdent, beaucoup d'inquiétudes sur le poids des mots, beaucoup d'inquiétudes sur le choix des mots, parce que je mesure la gravité de ce que je vais dire, et donc je m'interroge jusqu'au dernier moment. Et au moment où le secrétaire général des Nations Unies me passe la parole, là je dois dire que c'est un moment de grâce. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. L'enjeu dépassait de loin la relation entre la France et les États-Unis. C'était important d'adresser ce message très fort au monde arabe, aux populations du monde arabe, qu'il n'y avait pas justement un Occident uni pour aller faire la guerre en Irak, alors même qu'il n'y avait pas de preuve de ces armes de destruction massive. Face à l'histoire et devant les hommes. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez beau sur le plan lyrique, c'est vrai. Bon, c'est le genre de discours qu'on dit j'aurais bien voulu le faire, mais en même temps, je me suis dit c'est pas simplement les fioritures qui comptent, c'est le contenu. Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont eu raison, et tout l'a montré après qu'ils ont eu raison sur ce point. Et les États-Unis ont commis une erreur extraordinaire dans cette affaire, surtout qu'ils ont doublé l'erreur de l'invasion par une erreur encore plus considérable de n'avoir aucun plan pour après. La guerre de Bush aura quand même lieu sans l'aval du Conseil de sécurité. Elle durera près de 10 ans et fera plus de 500 000 morts, majoritairement des civils. La France paiera cher son refus de participer à la guerre. Elle subira de la part des États-Unis un boycott politique, économique et médiatique. La France est violemment conspuée et les Américains mettront du temps à nous pardonner. En fait, l'orage se dissipe totalement après l'accession de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Le nouveau président français ne cache pas sa fascination pour les États-Unis. Et en France, on sent que le vent tourne. Il a commencé à souffler en France, dans les milieux intellectuels, dans les milieux politiques, un peu, mais beaucoup moins au Quai d'Orsay, un petit vent néoconservateur. Alors d'un néoconservatisme à la française, plus soft, moins religieux, peut-être plus marqué de la tradition intellectuelle française, mais qui se retrouvait dans cette idée de solidarité occidentale, de famille occidentale, et qui donc peu à peu va se sentir à l'aise dans ce nouveau discours et va considérer qu'il y a quelque chose de ringard dans le discours gaulo-mitterrandien. Et la France sait aussi qui sont ses alliés, qui sont ses amis,
Et je n'ai pas peur de dire que nos alliés et nos amis, c'est d'abord la famille occidentale. Et puisqu'on fait à nouveau partie de la famille, on ne boude plus ces grandes réunions. Et en juin 2009, la France rejoint le commandement intégré de l'OTAN, 43 ans après que De Gaulle en ait claqué la porte. Dans ce qui s'amorçait, et dans la difficulté, bien entendu, des affrontements qui s'annonçaient, qui deviennent horribles, il y avait une connivence entre les Américains et nous. Quel que soit d'ailleurs le président américain, c'était d'ailleurs plus facile de parler avec M. Bush qu'avec M. Obama. Avec George Bush, les choses étaient simples. M. Obama, c'est plus élégant, c'est beaucoup plus malin d'une certaine façon, mais ça n'est pas de plein pied. Quand Barack Obama vous regarde, il voit aussi beaucoup plus loin que vous. C'est finalement tout ce que le général de Gaulle avait tricoté qui se trouve détricoté. Et voilà, c'est comme ça que l'on perd en l'espace de quelques mois le capital diplomatique accumulé pendant près de 50 ans. Ce retour à l'OTAN va entamer le capital diplomatique de la France dans le monde arabe, là où De Gaulle était une véritable icône. Pour moi, le général de Gaulle n'est pas seulement un dirigeant français, c'est un dirigeant mondial, universel. Le général avait gagné l'estime des populations arabes au lendemain de la décolonisation algérienne et après sa condamnation de l'occupation des terres arabes par Israël en 1967. Depuis, la France a tenté de s'afficher à égale distance des deux parties en conflit. La France a une ligne qui a toujours été la même dans ce conflit et qui est de dire nous sommes les amis d'Israël. La sécurité d'Israël, pour nous, est un principe, une réalité d'ailleurs, sacrée. Et nous ne laisserons pas porter atteinte à cette sécurité. Mais nous sommes aussi les amis des Palestiniens qui ont droit à un État sur leur terre. Et donc la seule solution pour s'en sortir, c'est cette solution de deux États vivant dans la reconnaissance mutuelle et dans la sécurité mutuellement assurée. L'intention est remarquable. On ne demande qu'à y croire. Sauf que la diplomatie française ne semble plus avoir la main dans ce dossier, même si depuis des décennies, les locataires du Quai d'Orsay ont tenté de faire bouger les choses, avec plus ou moins de succès. J'ai fait la paix au Cambodge, qui était très compliqué, c'était très difficile. Le président de la République m'a fait venir, il m'a dit « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?» Je lui ai dit « Écoutez, Monsieur le Président, j'ai l'intention de me plonger dans le problème du Proche-Orient. » Il m'a dit « Alors là, vous ne réussirez pas. » J'ai dit, écoutez, laissez-moi faire. Je vous laisse faire, mais vous ne réussirez pas. Puis il m'a donné 2 ou 3 raisons pour lesquelles c'était un sujet insoluble, mais c'est lui qui avait raison. Roland Dumas va quand même s'y essayer, quitte à bousculer les préjugés diplomatiques. Il se rapproche de Yasser Arafat, le chef palestinien, considéré par l'Occident comme un terroriste. En matière diplomatique, quand vous ne parlez pas de quelque chose, ou d'un personnage, ou d'une situation, ou d'un conflit, ça veut dire que rien n'existe. Le personnage n'existe pas et il n'y a pas de conflit. Arafat avait été élu, c'était le représentant de son peuple, il était en guerre, donc si on voulait parler avec quelqu'un d'utile, c'est avec lui qu'il fallait parler. Paris, qui négocie directement avec le chef de l'OLP, va même aller plus loin. En 1982, lors de l'invasion israélienne du Liban, Arafat est pourchassé par l'armée israélienne qui veut l'éliminer. Après des semaines de siège, le chef palestinien est exfiltré de Beyrouth par les soldats français en mission au sein d'une force multinationale d'interposition. Et ce n'est pas tout. En 1989, Roland Dumas convainc François Mitterrand, l'ami d'Israël, de recevoir le leader palestinien à l'Élysée. La France sera le premier pays occidental, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, à accorder une telle reconnaissance à Yasser Arafat. Ça lui a permis de marquer des points dans le monde arabe et de gagner la confiance du monde arabe. Ça a été quand même beaucoup d'avantages qui ont été capitalisés et qui vont durer assez longtemps. Et chez nos partenaires occidentaux, l'idée mitigée, mais importante, que la France était différente et qu'en même temps,
elle pouvait servir à quelque chose lorsqu'elle pouvait prendre des initiatives que eux, c'est surtout les anglo-saxons, ne pouvaient pas prendre. Mais la grande victoire diplomatique, c'est lorsque Paris obtient en 1989 du chef palestinien qu'il déclare dépasser la charte de l'OLP prônant la destruction d'Israël. C'est Roland Dumas qui lui aurait suggéré le mot qui fera le tour du monde. Et ceci fait que la charte devient caduque. But what does caduc mean? You translate it. You can translate it from Larousse. Ça, c'est lorsque la France est diplomatiquement en forme, comme ça que ça se passe. À cette époque, la France est encore attendue, espérée, au Proche-Orient. La dernière image forte, c'est celle de Jacques Chirac, dans les rues de Jérusalem-Est, face au service de sécurité israélien qui veut empêcher les Palestiniens d'approcher le président français. Comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. Depuis, ce qui résonne dans le monde arabe, ce sont surtout les propos surprenants de François Hollande, justifiant le bombardement de Gaza par l'armée israélienne en riposte aux tirs de roquettes du Hamas en juillet 2014. Aujourd'hui, le message français est brouillé. À force de jouer les équilibristes, la France a perdu de son poids. Et même si le président français va modérer ses propos à mesure que le conflit dure, il n'en reste pas moins que notre impuissance dans ce conflit vieux de 70 ans est flagrante. Et pourtant, aujourd'hui encore, alors qu'Israël poursuit sa politique de colonisation des territoires palestiniens, la diplomatie française tente de faire entendre sa voix. La France reconnaîtra l'État de Palestine. Cette reconnaissance, je l'ai dit, n'est pas une faveur, un passe-droit, c'est un droit. Et la question qui se pose à nous n'est donc pas celle des principes, puisque celle-ci est tranchée, mais celle des modalités. Quand et comment? Quand et comment? On se pose encore la question 70 ans après le début du conflit. Ce n'est pas que la France traîne les pieds, c'est qu'elle ne peut pas grand-chose. Seuls les États-Unis ont l'oreille des Israéliens. Et encore, toutes leurs tentatives échouent les unes après les autres. Il y en a eu beaucoup d'épisodes où Madeleine Albright, sincèrement, comme Clinton d'ailleurs, aurait bien voulu trouver une solution permettant d'aboutir à un État palestinien, mais il répugnait exercer quand même la moindre pression sur Israël. Je sais combien de fois on s'est téléphoné au milieu de la nuit pour gérer des choses, encore après l'échec de Camp David, quand elle avait essayé de relancer les choses par une réunion à Paris, mais ils n'étaient pas capables d'employer le quart du dixième des moyens qu'ils avaient à leur disposition. Et à chaque fois, la France a aidé le plus possible, en lançant des idées, en écoutant, en favorisant des réunions, en faisant circuler des propositions de compromis, en rassurant les uns sur les autres. Donc ça se passe très bien, on est reçu, on est le ministre des Affaires étrangères de la France, donc on a droit à toute l'attention à tous les égards. J'avais même eu un moment d'espoir en quittant le Premier ministre israélien, puisqu'il m'avait répondu « Je vais réfléchir à vos propositions ». J'étais absolument convaincu que j'allais me heurter à un mur absolu et à me faire envoyer sur les roses, si vous me permettez cette expression un peu vulgaire. Non, c'était « Je vais réfléchir à vos propositions ». Je me suis dit « Tiens, il y a peut-être une ouverture ». Mon espérance a été vite déçue. En fait, depuis l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin en novembre 1995 par un extrémiste juif, personne n'y croit plus. Ce dont je me souviens, c'est la cérémonie funéraire, très émouvante, chargée d'émotions. Il y avait tous les grands dirigeants du monde qui étaient là. Je n'ai jamais été très fort pour faire des discours, sauf quand tu étais à mes côtés, pour parler de la paix. Pour parler de nos rêves, de l'espoir que nous plaçons dans les futures générations qui doivent vivre dans la paix. On a continué après, vous savez bien, on a fait semblant
de continuer. De plus en plus en blanc, un groupe de contact qui n'avait aucun contact, avec des personnalités qui étaient nommées, qui tournaient, qui ne servent pas à grand-chose. Parce que fondamentalement, Rabin avait vraiment l'idée de parvenir à la paix, et donc de reconnaître l'existence d'un État palestinien ayant les moyens de vivre, des frontières sûres et reconnues, comme Israël, des frontières sûres et reconnues. L'assassinat de Rabin, ça a été l'assassinat du processus de paix. Les seuls qui espèrent encore, ce sont les enfants, qui voient défiler les uns après les autres les ministres français des Affaires étrangères, pleins de bonne volonté. À la place qui est la nôtre, on sait bien que la France toute seule ne peut pas tout faire dans cette région, que les Américains sont une puissance prioritaire pour agir, et quand ils n'agissent pas, rien ne bouge, on le voit bien. Quand ils agissent d'ailleurs, ça ne suffit toujours pas, et je pensais que les Européens doivent être très présents, autrement qu'en apportant des crédits à l'autorité palestinienne pour reconstruire ce qui a été détruit à l'occasion de tel ou tel conflit. J'avais proposé que les ministres des Affaires étrangères, tous les ministres, se retrouvent à Jérusalem et à Ramallah. Je vous assure que c'était irrépressible. Mais ils sont tellement couards, pas forcément les ministres, mais cette espèce de conservatisme ambiant, nous n'avons pas fait. Il y a toute une démarche européenne que vous appelleriez diplomatique, politique, je ne sais pas, qui ne se manifeste pas. Comment voulez-vous que les gens croient en Europe ? Croire en l'Europe. Cela fait des décennies que l'on s'emploie à faire exister ce rêve d'une diplomatie européenne commune. Mais comment mettre d'accord 28 pays et plus de 500 millions d'habitants? C'est vrai que l'Europe est un sujet, comment dire, je ne trouve pas les mots, impossible, hein, peut-être. C'est qu'on ne peut pas se passer de l'Europe. C'est qu'on n'arrive pas à lui faire jouer le rôle qu'elle devrait jouer. Hein. Donc on est pris dans cette espèce de contradiction qui n'est peut-être pas près de se résorber ou de se dissiper. Une politique étrangère à 28, c'est un rêve qui se heurte au principe de réalité. Contrairement aux États-Unis, qui est un pays de migrants, donc de gens qui sont en quelque sorte déracinés et qui vont retrouver dans leur nouveau pays ce qui les réunit, ce qui facilite l'élaboration d'une politique commune, l'Europe, elle, est faite d'une multiplicité de pays, de sédentaires. Chacun était à l'intérieur de ses frontières avec effectivement des solidarités différentes, avec des ennemis éventuellement différents, avec des pays qui ont appartenu à des ensembles très différents. N'oubliez pas jusqu'où allait l'Union soviétique. C'est peu dire que diplomatiquement, ces 28 pays européens n'ont pas la même vision. Rien que pour la Russie, par exemple. Il n'y a pas d'unanimité. Comment réagir face à la politique de Vladimir Poutine de protection des russophones en Ukraine? Aller à la confrontation? Négocier? Se tenir à distance? Les Européens n'ont pas eu tous le même degré de sensibilité à la question ukrainienne. C'est assez normal que quand vous êtes portugais ou espagnol, vous n'ayez pas le même sentiment d'urgence ou de gravité par rapport à l'instabilité que crée la Russie dans cette zone que les Polonais, par exemple, ou que les pays baltes. Mais finalement, nous sommes mis d'accord sur des sanctions européennes qui produisent des effets. Va donc pour le plus petit dénominateur commun, en attendant une diplomatie européenne plus ambitieuse et qui ne vient pas. C'est de la folie de regarder dans le rétroviseur, c'est de la folie d'être nostalgique par rapport au monde qui nous entoure si on fait attention à un moment à l'avenir de nos enfants, à leur intérêt, au futur des générations. C'est compliqué parce que la plupart de nos partenaires dans l'Union européenne, d'abord, n'ont pas des ambitions de puissance aujourd'hui comme nous pouvons avoir, nous, avec nos amis britanniques, ancien empire colonial, qui nous sentons des responsabilités plus grandes. L'absence de probabilité de conflit intra-européen rend moins nécessaire dans tous ces pays la disponibilité d'une armée. Et par ailleurs, les États-Unis, dans l'OTAN dont ils sont membres, finalement font le boulot. Comme toujours, à mon sens, dans les grandes réalisations humaines, peut-être faudra-t-il se casser le nez, ou les dents, ou le corps, sur une catastrophe pour comprendre
que la défense de l'Europe, c'est d'abord l'affaire des Européens eux-mêmes et eux seuls. En attendant que l'Europe devienne une réelle puissance, la France, de son côté, garde l'ambition de peser sur le monde. Il y a les pays où on l'écoute, et d'autres où elle-même n'a pas un langage très clair. En 2007, Bernard Kouchner demande à Nicolas Sarkozy la création d'un secrétariat aux droits de l'homme au Quai d'Orsay. Le ministre y croit vraiment. Ramayad sera chargé de porter ce message universel de la France. Vous savez, c'est difficile pour un président comme pour un ministre quand vous vous rendez dans un pays étranger, en particulier dans une dictature ou un pays autoritaire, vous êtes très très bien reçu. Les rues sont nettoyées, les protestataires sont cachés. C'est vraiment très festif, on vous présente le meilleur de la Tunisie selon le pouvoir, c'est-à-dire les dignitaires, leurs épouses, il y a des agapes, la discussion, les échanges sont courtois. Certains des observateurs sont bien sévères avec la Tunisie, qui développe sur tant de points l'ouverture et la tolérance. Qu'il y ait des progrès à faire, mon Dieu, j'en suis conscient pour la France. C'est peu dire que la jeune secrétaire aux droits de l'homme peine à trouver sa place. Rama, c'est pas la peine de te cacher, on t'avait vu, et Ramayad. Donc vous, là-dedans, vous êtes dans ces conversations, dans ces entretiens à plusieurs entre le président et Ben Ali et puis les autres ministres. Et puis vous devez arriver là-dedans, au milieu, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, et puis, paf, vous cassez l'ambiance en posant le problème des prisonniers politiques. Et là, votre président vous jette un regard noir, le président du pays vous considère comme insolente, les autres vous regardent d'un air bizarre. Enfin, donc c'est absolument quelque chose de compliqué à faire. Et c'est là où la question commençait à se poser, mais est-ce qu'il faut un secrétaire d'État aux droits de l'homme dans un gouvernement ? Quand on est ministre des Affaires étrangères, on ne peut pas avoir sa conduite dictée par les droits de l'homme seulement, bien entendu, je ne suis pas naïf. Mais si on n'a pas ça au cœur en permanence dans les décisions, si on n'a pas les droits de l'homme et l'état de droit au cœur, on fait mal, ou pas assez, ce mélange à la fois de la politique, du réalisme politique, ça existe, surtout quand on est ministre des Affaires étrangères, mais en même temps de l'idéalisme. Quelle est la place réciproque et mélangée de ces deux notions? C'est une alchimie très difficile. Une alchimie difficile. C'est le moins que l'on puisse dire. En décembre 2007, le chef de l'État libyen, Mouammar Kadhafi, au pouvoir depuis 1967, est invité à Paris après de longues années de boycott pour cause d'actions terroristes. Mais ce n'est pas la première visite du dictateur en France. Georges Pompidou avait déjà reçu le colonel en 1973. Et pendant toute la Ve République, les relations franco-libyennes vont connaître des hauts et des bas. Paris vend à Kadhafi du matériel militaire, des hélicoptères, des missiles, des bombes, des radars de surveillance aérienne. Et les liens diplomatiques officiels ou officieux se poursuivent avec tous les présidents. C'est vrai, j'ai rencontré Kadhafi. Ce n'est pas par rencontre de démocratie et de vertu libérale. Si on devait, je veux dire, écarter tous ceux qui ne correspondent pas à vos vues sur la politique internationale, on s'opposerait avec la moitié de la Terre. Moi, je prétendais, et je prétends encore, qu'il aurait fallu maintenir une relation avec lui en le tenant bride courte. Au lieu de la bride courte, on lui déroule le tapis rouge. Nicolas Sarkozy espère signer avec le dictateur libyen des contrats pour une valeur d'une dizaine de milliards d'euros. Rien n'est refusé à l'invité d'honneur de la France. Il ne veut pas loger à l'hôtel Marigny, comme le font les visiteurs officiels de Paris, qu'à cela ne tienne. On lui installe sa propre tente bédouine dans les jardins, à 2 pas de l'Élysée. Le problème, c'est que la visite de Kadhafi tombe le 10 décembre 2007, journée internationale des droits de l'homme. Il y avait là tous les opprimés de la terre qui se pressaient dans ces salons, des Biélorusses, des Haïtiens, des Congolais,
des Libyens, des Tunisiens. Et donc, je devais leur remettre le prix des droits de l'homme pour le combat qu'ils menaient. Et ce prix était un engagement aussi de la France à les protéger dans leur combat. La jeune secrétaire d'État, dont c'est le premier poste, n'a pas le langage diplomatique chevillé au corps. Une convocation du président de la République va la ramener sur terre. Il était plutôt dans l'incompréhension, me demandant pourquoi, alors que j'avais été en Libye avec lui. Me demandant ce qu'était cette journée des droits de l'homme. Et là, j'ai compris qu'il ne lui a pas été indiqué par son propre cabinet la symbolique de cette journée. Il m'a demandé de revenir sur mes propos en donnant une interview à la radio que je préparerais donc avec son secrétaire général. Alors, on a préparé des éléments de langage, c'est-à-dire que je dise que j'avais été en Libye, que les infirmières bulgares avaient été libérées, que c'était bien. Mais je n'ai pas du tout dit ça. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dire ça. Donc, je ne l'ai pas dit. Personnellement, je me retrouve avec une journée des droits de l'homme sur les bras et Kadhafi sur le tarmac d'Orly. Que Kadhafi vienne à Paris, d'accord, mais qu'on lui tienne un discours rigoureux sur la question des droits de l'homme. Parce que la France n'est pas seulement une balance commerciale. Il y a clairement une contradiction entre le message messianique de droits de l'homme qu'on veut faire passer à certains endroits, qu'on se garde bien de faire passer à d'autres parce que ça gênerait, ça pourrait porter préjudice à nos activités économiques. Oui, bon, c'est pas une nouveauté ça. Hein. Aujourd'hui encore, cette contradiction se pose à la France. On fait de la morale ou on s'occupe de redresser les finances publiques? Les deux, mon capitaine. La question revient en février 2015, lors de la vente d'avions Rafale à l'Égypte du maréchal Sissi, responsable de la mort de centaines de manifestants et de milliers d'emprisonnements politiques. C'est vrai que le contrat rapporte à la France plus de 5 milliards d'euros. Et des dilemmes de ce genre, il y en a tout le temps. On pourrait penser de l'extérieur, bah écoutez, vous cherchez à équilibrer économiquement vos affaires, donc vous êtes obligé de faire du commerce avec des pays qui ne sont pas des exemples pour les droits de l'homme. Bon, c'est ça que vous avez présent à l'esprit. Je dis tout de suite, quitte à décevoir, que si on ne devait discuter qu'avec les démocraties pures et parfaites, j'aurais beaucoup de loisirs. Bon, c'est ainsi. Mais Jaurès a eu une belle phrase. Il a essayé de définir ce que c'était que le courage. Et il a dit, le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Bon, et c'est ça ma fonction. J'essaye de travailler pour la paix et la sécurité, pour le développement économique, pour l'Europe, etc. Mais en même temps, le réel, souvent, d'abord la terre est basse, et puis tous les pays ne se comportent pas nécessairement comme nous. Donc, on essaye de faire avancer les choses. Alors parfois, il y a des contradictions, mais dans la vie, il y a des contradictions. Mais on essaye toujours de les faire avancer du bon côté. La diplomatie du bon côté, c'est désormais la diplomatie économique. Quitte à brouiller le message français auprès des mouvements démocratiques dans le monde, les ambassadeurs doivent plus que jamais jongler avec plusieurs casquettes. Vendre le label France à l'export, entretenir de bonnes relations même avec des dirigeants peu recommandables, alerter sur les violations des droits de l'homme et veiller à la sécurité de leurs ressortissants dans les pays où ils sont affectés. On voit l'ambassadeur à la tasse de thé, dans des réceptions brillantes, dans des discours brillants, voyant des personnalités, etc. Alors il y a un peu ça. Mais la plupart de nos ambassadeurs, imaginez ceux qui sont en Irak actuellement, ceux qui sont en Palestine, ceux qui sont dans certains pays africains, dans quelle situation ils se trouvent? Ils sont confrontés à des problèmes de sécurité, de la sécurité personnelle. On peut dire que eux ont du courage. Il y en a qui ont perdu leur vie aussi. Hein. Donc on peut le dire, on a des diplomates qui ont le courage, ils peuvent refuser d'aller dans des pays extrêmement difficiles, qui ont moins de visibilité que lorsque vous êtes à New York, que lorsque vous êtes à Washington, que lorsque vous êtes à Bruxelles. Yves Aubin de la Messusière était ambassadeur en Tunisie de 2002 à 2005. Autour de lui, une équipe de diplomates chercheurs qui assuraient les relations avec le régime de Ben Ali
mais faisait également des analyses de fond de la société tunisienne à destination de Paris. C'est la marque française qui était très appréciée, d'ailleurs, par nos partenaires américains et britanniques. Ils venaient vers nous pour avoir des analyses sur l'évolution des sociétés, etc. Ces analyses sont quotidiennement envoyées à Paris. La société tunisienne va mal, écrivent les diplomates. Ce qui domine dans les témoignages recueillis, c'est la critique de la voracité et de l'avidité du gain, ou encore le sentiment de fin de règne dont elle témoignerait. La capacité du pouvoir tunisien à imposer son image comme la seule vérité devient le signe même de l'efficacité de sa force incontestable, mais signe aussi sa fragilité structurelle. Ça faisait déjà depuis les années, oui, depuis 1998, déjà qu'on avait tiré la sonnette d'alarme sur l'état de la société tunisienne et sur le fait que Ben Ali était devenu le prisonnier d'un petit clan, en particulier des clans animés par sa femme et ses 200 cousins, et que toute cette famille se livrait au pillage systématique de la Tunisie et plaçait pratiquement un flic derrière chaque citoyen, et que les choses n'allaient pas bien se terminer. Le problème pour la Tunisie, c'est qu'on n'a absolument pas tenu compte des analyses qui étaient faites par les diplomates. Pourquoi ? Parce qu'on avait ce schéma, Ben Ali, pour prendre Ben Ali, protecteur contre le fondamentalisme et l'islamisme radical. C'était un peu court comme analyse. C'est comme ça que la diplomatie française passe à côté du printemps tunisien. Le 17 décembre 2010, un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, s'immole par le feu à Sidi Bouzid pour protester contre la confiscation de sa marchandise par la police. Des manifestations éclatent dans tout le pays. Les mises en garde des diplomates français à destination des autorités françaises prennent tout leur sens. 23 ans comme ça, ne parle pas, ne parle jamais. Et aujourd'hui, la liberté, nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie, nous voulons la justice. À Paris, la réaction du ministre des Affaires étrangères est pour le moins inattendue. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Mais comment justifier l'aveuglement de Paris face à la tragédie tunisienne ? Écoutez, je pense qu'il est facile de dire après, on avait bien vu et on disait. En fait, on ne disait rien du tout. Puisque j'étais là, je voyais passer les notes et les choses étaient exactement comme auparavant. Ensuite, les services qui sont chargés du renseignement n'ont rien vu non plus. La CIA, d'ailleurs, l'a reconnu elle-même. Probablement parce qu'on est resté dans l'idée que, bon, il y a toujours eu des mouvements, il y avait toujours des difficultés, notamment des difficultés économiques et des difficultés sociales. Et puis, je pense qu'il y a un élément très important aussi, et qu'on a sous-estimé, qui était le rôle des réseaux sociaux. Ça a été dit, écrit, que ce soit pas seulement par les services spéciaux, les diplomates ne sont pas aveugles. Le problème, et on peut le comprendre, c'est que tant qu'il n'y a pas de drame, personne ne s'en occupe, tout va bien jusqu'au dernier moment. Après, c'est un choix politique de nos gouvernants de faire ami-ami ou pas ami-ami avec les gouvernants locaux. Ben Ali va tomber, et quelques mois plus tard, ce sera au tour de l'Égyptien Moubarak d'être déchu. Pourtant, après avoir noué avec eux des liens très étroits, Paris se félicite de leur chute. Monsieur le Premier ministre. Comprenne qui pourra. On a parfois comparé ce séisme démocratique à la chute du mur de Berlin et à l'effondrement du bloc communiste. C'est vrai pour l'importance historique. Et c'est vrai aussi pour la cécité de ceux qui ne voulaient pas voir que les Européens de l'Est avaient les mêmes droits à la liberté que les Européens de l'Ouest, et ceux qui ne voulaient pas voir que les peuples arabes avaient le même droit à la liberté que les peuples d'Occident. Nicolas Sarkozy a désormais une foi immense dans la jeunesse arabe qu'il avait superbement ignorée. La France ne va plus se laisser aveugler. Si en Syrie on attend que Bachar el-Assad tombe, en Libye, on va contribuer à faire chuter un dictateur qu'on avait officiellement reçu quelques années plus tôt. Vous savez, la vie internationale est extrêmement compliquée. Alors on nous reproche alternativement d'avoir fait la peau d'un certain nombre de dictateurs, et on les regrette, parce qu'eux au moins
assurer la stabilité dans leur pays. Puis en même temps, on nous reproche de les avoir reçus à un certain moment, alors qu'ils étaient considérés déjà comme des dictateurs. En mars 2011, lorsque des manifestants descendent dans les rues de Benghazi pour protester contre Kadhafi, le chef d'État libyen envoie ses chars pour écraser la révolte. Alain Juppé se rend à New York pour exhorter le Conseil de sécurité de l'ONU à autoriser le recours à la force. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est une question de jours. C'est peut-être une question d'heures. Chaque jour, chaque heure qui passe resserre l'étau des forces de la répression autour des populations civiles et prises de liberté, et notamment de la population de Benghazi. Le 17 mars 2011, les Nations Unies adoptent la résolution 1973 qui permettra à certains pays d'intervenir militairement en Libye pour protéger les populations civiles. Le 15 septembre 2011, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sont accueillis en héros en Libye, alors que Kadhafi, en fuite avec sa famille, continue à appeler au combat. Les frappes dureront 6 mois. L'Amérique se retire après 10 jours de combat et laisse les alliés et partenaires de l'OTAN finir le travail. Il est vrai que l'on a évité le massacre de dizaines de milliers de civils, mais le pays ne ressemble plus à rien, et l'image du lynchage de Kadhafi ne donne pas forcément envie de crier victoire. Le problème en Libye, c'est qu'on avait un mandat extrêmement clair des Nations Unies. Le mandat était de protéger les populations civiles de frappes militaires du gouvernement en place. Point. Personne ne nous a demandé de bombarder les bâtiments publics libyens, personne ne nous a demandé de détruire l'armée libyenne, personne ne nous a demandé de faire massacrer, faire lyncher le chef de l'État, ses fils, sa famille, etc. Donc nous avons très largement outrepassé le mandat qui nous avait été donné par les Nations Unies, ce qui fait qu'on n'en obtiendra plus jamais de mandat de ce type, de mandat de protection humanitaire. Parce que ni les Russes, ni les Chinois, ni tel autre membre du Conseil de sécurité n'accepteront qu'on leur refasse le coup. Nous sommes arrivés effectivement au changement de régime, qui n'était peut-être pas dans le mandat du Conseil de sécurité, mais qui enfin était dans la logique de ce qui a été fait. Sans doute n'avons-nous pas suffisamment accompagné l'opposition dans ce qu'elle pouvait avoir de démocratique, entre guillemets. Nous avions un certain nombre d'interlocuteurs sur qui nous aurions dû miser davantage. Donc nous avons sans doute sous-estimé cette complexité de la situation. Une fois que vous aviez déstabilisé le pouvoir très spécial de Kadhafi, qui avait noué des relations avec les tribus, qui était un système d'alliance, qui était un réseau plus que des institutions, il fallait effectivement prévoir que nous étions dans un cas de state building ou de reconstruction d'un État qui n'avait jamais existé. Alors, même utiliser le terme reconstruire l'État, ça suppose qu'il y avait un État qui s'est effondré. Donc, rien n'a été prévu pour les lendemains de guerre. Certes, on a protégé la population. On a eu raison de le faire. Mais rien, absolument rien n'est planifié pour le jour d'après. Les dépôts d'armes sont à ciel ouvert. Les miliciens sont partout. Oui, on peut effectivement pointer le défaut d'accompagnement. Ceux que le jour d'après intéressent, ce ne sont pas vraiment les politiques, déçus par l'opposition libyenne qu'ils avaient soutenue, mais des chefs d'entreprise qui arrivent par dizaines de Paris. Le cadavre de Kadhafi était à peine refroidi qu'on envoyait déjà un avion avec un ministre et 40 chefs d'entreprise sur place qui se sont dépêchés de signer des contrats avec le premier Gugus qu'ils trouvaient dans la rue, qu'on n'a pas retrouvé ensuite. Je pense qu'il y a eu un gros appétit qui, vu le désordre, ne se réalise pas en plus. C'est ce qui fait double peine, double erreur. 2 ans après la visite éclair de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à Benghazi, 2 ans après les remerciements et les bravos, l'ambassade de France à Tripoli est la cible d'un attentat à la voiture piégée qui blesse 2 gendarmes français.
Désormais, la Libye est en guerre civile et constitue un grand dépôt d'armes à ciel ouvert où des miliciens islamistes viennent se servir pour aller se battre dans leur pays. Imaginer que l'on puisse régler des crises par l'intervention militaire est à mon sens absurde. Si l'action politique n'est pas menée jusqu'à son terme, eh bien, nous le voyons, la violence engendre encore plus de violence et finalement l'outil militaire est utilisé en vain. La chute du régime de Kadhafi et le chaos qui a suivi ont entraîné une prolifération d'armes de guerre dans tout le Sahel. Dans le nord du Mali, avant que la France n'intervienne, des groupes liés à Al-Qaïda règnent et veulent renverser le pouvoir central du président malien pour instaurer la loi islamique. En janvier 2013, les djihadistes salafistes islamistes progressent vers le sud, objectif Bamako, la capitale. Je me rappelle très bien, j'étais avec le président de la République et en fin d'après-midi, le président de transition du Mali, qui s'appelait M. Traoré, téléphone à François Hollande et le fond de la conversation, c'était, même pas le fond, la réalité. Monsieur le Président, je suis informé que des groupes terroristes sont en train de rouler vers Bamako, la capitale du Mali. Seuls les Français ont la capacité militaire d'intervenir, puisque nous avions des contingents qui n'étaient pas loin, de troupes. Si vous n'intervenez pas, la décision vous appartient, mais demain, l'ensemble du Mali sera gouverné par des terroristes. Et, ajouta-t-il, je serai mort. Et là, il a fallu prendre la décision en même pas quelques heures, quelques minutes. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. La guerre, c'est un des moyens de la diplomatie. Ça dépend quelle école, n'est-ce pas? À un moment donné, il faut défendre la démocratie. Et puis, nous sommes responsables, dit-on, d'un discours universel. Eh bien, si la France est encore responsable d'un discours universel, c'est le discours contre la barbarie. Et vous ne pouvez pas seulement faire la paix. Il y a une petite naïveté à penser. Vous savez, c'est plus facile de défiler dans les rues, je l'ai fait très, très, très souvent, des milliers de fois, que d'être ministre des Affaires étrangères ou d'être président de la République, ce que je ne suis pas. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. L'ONU donne son feu vert à une action militaire internationale. Pour la France, ce sera l'opération Serval. Son but, mettre un coup d'arrêt brutal à l'avancée des groupes djihadistes vers le sud du Mali et assurer la sécurité des quelques 5000 ressortissants français présents dans tout le pays. Je crois qu'il faut quand même en revenir toujours à ce principe fondamental. Quel est l'intérêt de la France de se lancer dans telle ou telle opération? Au Mali, on voit bien que nous avons un intérêt direct. C'est notre voisinage. C'est de l'autre côté de la Méditerranée. Et on sait très bien que c'est une plaque tournante de la criminalité, du trafic de drogue, du terrorisme aujourd'hui, qui nous concerne très directement. Donc la responsabilité de protéger ou la défense des droits de l'homme n'est pas notre seule motivation en politique étrangère. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. J'ai assisté à tous les conseils de défense de 2002 à 2010, et donc j'ai observé les positions des différents ministres. Le ministre des Affaires étrangères a toujours été un ferme soutien de la politique de défense et de la nécessité de disposer de capacités militaires crédibles, fortes, mais suffisantes. Il voit bien dans les négociations internationales, il voit bien au Conseil de sécurité de l'ONU que quand la France menace ou prend une position, on sait que militairement, elle peut agir. La parole de la France peut s'appuyer sur une capacité militaire. Nous n'avons pas un sabre de bois. La guerre contre la terreur fait désormais partie de notre politique étrangère. Mais à quel prix ? On traite les causes ou on traite les symptômes? Est-ce qu'il faut intervenir ou pas? La responsabilité de protéger les populations civiles est aujourd'hui un choix laissé à l'appréciation des plus puissants selon leurs intérêts. En Syrie, nous avions promis d'intervenir si les choses allaient trop loin.
si Bachar al-Assad utilisait des armes chimiques. Le dictateur syrien a gazé son peuple sans que personne ne bouge. La France ne pouvait pas y aller seule, et après l'expérience libyenne, le Conseil de sécurité n'a pas donné son feu vert. C'est quand même non seulement absurde, mais abominable, qu'alors qu'il y a plus de 200 000 morts en Syrie et des millions de gens déplacés, si vous proposez une résolution au Conseil de sécurité, il y a un veto. Et donc on ne peut rien faire. Et ça, c'est la meilleure façon, si je puis dire, de détruire l'Organisation des Nations Unies. Parce que les gens se disent, écoutez, il y a une organisation qui est là, si elle n'est même pas capable d'arrêter des massacres comme ça, alors à quoi sert-elle? J'avais essayé de trouver une sortie en disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de discipliner le veto? Qu'on n'ait droit qu'à X veto chaque année, ou qu'il faut 2 pays pour mettre le veto, ou qu'il y ait une sorte de conseil moral mondial qui va dire que sur tel sujet, le veto ne joue plus. Bon, mais c'était ingénieux, mais c'était voué à l'échec, puisque pour changer tout ça, il faut que le Conseil de sécurité soit d'accord pour changer la charte. Donc, nous avons une proposition à la fois ambitieuse et modeste, qui ne nécessite pas de changement de texte. Qui dit quoi? Lorsqu'il y a des risques de massacre, il faudrait que les membres permanents du Conseil de sécurité, nous sommes 5, volontairement, donc il n'y a pas besoin de changer les textes, renoncent à utiliser leur veto. Vous voyez, c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on veut faire, de ce que la France peut porter, qui est à la fois conforme aux idées de la France et dans l'intérêt universel. Dans ce monde où les violences voyagent, difficile de se dire que notre politique étrangère n'a de conséquences qu'en dehors de nos frontières. Oui, c'est lié à la place de la France sur la carte du monde. La Suisse a beaucoup moins de problèmes que nous, hein, mais elle est beaucoup moins interventionniste sur la scène internationale. On paye une facture, mais je dirais que c'est une facture globale. Hein. C'est le risque normal, si j'ose dire, auquel vous vous exposez quand vous prenez sur vous d'être l'un des pays qui défend la stabilité internationale, la sécurité internationale. Entre guerre et paix, la diplomatie française doit surfer. Dans ce monde où les conflits n'ont plus de frontières, où les matchs nuls sont de plus en plus fréquents, où tout le monde dépend de tout le monde, les faibles des puissants, mais aussi les puissants des faibles, où des milliers de migrants tapent à nos portes pour leur survie, il y a quelque chose à réinventer dans notre diplomatie. Ce monde est terriblement inégal. Je veux dire, entre le revenu moyen d'un Qatari et le revenu moyen d'un Centrafricain, la différence est de 1 à 200. Je parle des revenus moyens, je ne parle pas des revenus extrêmes. Hein. Que si on ne corrige pas ces inégalités, la diplomatie des plus puissants devient mécaniquement, sans qu'on le veuille, faire de procès à personne, une diplomatie d'humiliation. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, nous en payons le prix, et souvent le prix très élevé. Les alliances militaires, les blocs, les sanctions, les expéditions punitives, tout ceci, non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça aboutit à des catastrophes. Et le métier du diplomate, c'est effectivement d'empêcher les catastrophes. Cette diplomatie apaisante, c'est celle qui revient à la France. Une diplomatie du lien qui s'adresse à tout le monde, qui gère ce qui sépare et sans nier les différences, ne les transforme pas en arguments de conflit. Cette diplomatie-là, qui a porté notre image, beaucoup l'espèrent encore. Et moi, j'ai beaucoup plus confiance dans l'avenir, dans la pulsion qui monte de toutes les sociétés, y compris en Russie, en Chine, dans le monde arabe, en Afrique, partout. Une pulsion qui monte de gens qui veulent que leurs droits soient respectés. On ne sait pas très bien s'ils veulent une démocratie à l'occidentale parce qu'elle ne fonctionne plus très bien, mais en tout cas que leurs droits soient respectés. Ça, c'est très fort dans chaque société. Et autant je crois que l'ingérence occidentale pour forcer ça est un peu au bout du rouleau, en fait, autant je crois énormément à cette montée.